Bonjour, on est le 2 juillet 2020, jeudi 2 juillet 2020. Je vais vous proposer ici une vidéo qui va concerner les ponts H, les ponts d'hydrogène concernant les alcools, ou les ponts H se trouvant dans les alcools. Voilà. Pour ça, je vais faire une vidéo qui va concerner d'abord, dans un premier temps, la comparaison entre un alcane et un alcool. Un alcane et un alcool. Prendre des exemples d'alcool et de voir les différences qu'il y aurait au niveau de certaines propriétés et d'attribuer ces différences de propriétés dues à ces fameux ponts d'hydrogène. On a des propriétés différentes qui seront dues à ces fameux ponts d'hydrogène. Alors, et pour ça, il faut que j'explique qu'est-ce que c'est que les ponts d'hydrogène. Mais avant toute chose, je vais partir de la nomenclature et d'établir d'abord quelques alcanes et quelques alcools et d'aller rechercher sur internet les propriétés, certaines propriétés pour comparer un alcool d'un alcane bien précis. Bon, tout d'abord, on va débuter la chose en disant que les alcanes ont une structure, une formule brute donnée par CN H2N plus 2. Voilà, ça c'est la formule brute des alcanes. Et que les alcools sont donnés par la formule brute CnH2n plus 1 OH. CnH2n plus 1 OH. Alors pourquoi N plus 1? Bien, par exemple, si je prends le CH4, ça c'est ce qu'on appelle du méthane. Pour avoir le méthanol, qui est un alcool, ça sera CH3OH. Si je prends le C2H 4 x 2, 2 x 2, 4 plus 2, 6, CHC2, H5OH. C2, si je prends le, voilà, ça c'est, on a le méthane, méthanol, éthane, éthanol. Celui-ci il est comestible, alors que celui-ci ne l'est pas. Le méthanol n'est pas comestible. Hein. Le méthanol n'est pas comestible. C'est un agent dégraissant, voilà, utilisé en atelier. Par contre, l'éthanol est comestible, mais à boire avec modération. Voilà. À boire, pour ceux qui boivent, bien sûr, parce que bon, tout le monde ne boit pas. Et dans certaines cultures, il est interdit de boire de l'alcool. Voilà, donc on a l'éthanol. Le C3H, 2 x 3, 6 plus 2, 8. Voilà. Donc on a ici du méthane, qui donne l'alcool correspondant au méthanol. On a l'éthane qui va donner l'alcool correspondant qui est l'éthanol, le propane qui va donner l'alcool correspondant qui est le propanol, C4, j'espère qu'on voit, ouais, le dernier on ne le voit pas, donc je suis à la limite. On va descendre un petit peu. Voilà. Voilà, donc
Je suis à la limite, hein. Donc c'est 4. 4 fois 2, 8 plus 2, 10, c'est 4H10. On a le butane. C4H9OH qui est du butanol. Voilà. Donc, vous voyez la correspondance entre l'alcane et son alcool provenant de son radical. Ceci, bien sûr, vous comprendrez que c'est un radical. Hein. CH3, c'est un radical. C2H5 est un radical. On a retiré un hydrogène. On a retiré un hydrogène. Par rapport à l'alcane. Par rapport à l'alcane, on a retiré un hydrogène. Par exemple, ici, CH4 va donner le CH4, c'est ceci. Bien sûr, en formule développée plane, avec l'hydrogène ici, l'hydrogène ici, l'hydrogène ici, l'hydrogène là. On va faire subir une rupture homolytique au niveau du carbone-hydrogène, ici, via une thermolyse ou une photolyse, ou via un substituant qui serait par exemple du peroxyde. Là, on compte la liaison covalente. Ici, c'est une liaison covalente normale, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, le carbone, l'hydrogène, c'est 2,2. Et l'oxygène, je me demande si c'est pas 2,44. Je veux bien aller voir sur internet parce que je ne veux pas dire une bêtise. Il me semble que c'est 2,44, mais je vais quand même aller voir sur internet. Bon, pour moi, c'est 2,44. Le carbone, 2,55. Non, oui. Oui, 2,55 pour le carbone. Et 2,2 pour l'hydrogène. 2,55 et 2,2. Donc on a une liaison, si vous voulez, 2,5. 55 moins 2,2, le delta qui vaut 5. 5 moins 2, 3. Moins 2, 0,35. Ben, on a affaire à une covalence normale. Covalence normale. On va rompre un lien de covalence qui est une covalence normale. Voilà. Bon, et donc, en faisant ça, mais vous allez avoir une rupture homolytique ou un clivage homolytique qui va donner, bien sûr, du C3 point. Il va prendre l'électron, celui-ci. On avait un lien de covalence comme ceci. Via la cassure, mais il y en a un qui va prendre l'électron et l'autre va prendre son électron. Donc on avait un doublé liant. Dans le doublé liant, chacun va prendre, elle va se casser. Ce doublé liant va se casser, va se rompre et chacun va prendre un électron. Donc le carbone va prendre un électron, l'hydrogène va prendre un électron et cette réaction va donner du CH3 point H point. Voilà. Et là on a le radical méthyle provenant du méthane. Et ça, bon, les radicaux alkyles, ou alcool proviennent des alcanes. On provient des alcanes. On les appelle avec une désinence en fin de terminologie avec le mot il. Par exemple, méthyle, éthyle, propyle, butyl, etc. Voilà. Donc ici on a obtenu par rupture homolytique du méthane, du CH3 point, qui est du radical méthyle et bien sûr un hydrogène. Et ça,
ces ruptures homolytiques, ces clivages homolytiques, on les retrouve dans les réactions. Cette réaction-là s'appelle déjà une homolyse. Et cette homolyse, bon, on l'a pour obtenir des radicaux. Mais, par exemple, dans les réactions d'alkylation radicalaire, dans je sais plus comment ce qu'on dit. Je sais plus comment ce qu'on dit ce terme-là. Halogénation, voilà. Halogénation radicalaire. Et bon, dans la chimie de polymères, on retrouve ça. Voilà. Donc, on trouve la formation de radicaux. Voilà, donc ce qui veut dire que le radical ici, bon, autant aussi on a un nombre pair pour l'hydrogène, ici on a un nombre impair. Voilà. Donc on a un nombre pair ici, CH4, c'est normal parce que 2n est déjà pair, si vous faites plus 2, c'est toujours pair. Bon, le n ici, il peut être pair ou impair, on s'en fout. Hein. Là, il vaut 1. 1, là il vaut 2, là il vaut 3, là il vaut 4. C'est-à-dire que là on a un carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones. Mais le nombre d'hydrogène, bon, il sera toujours pair dans le cas des alcanes. Puisque c'est la formule des alcanes, c'est NH2N plus 2. Voilà. Par contre, les alcools, bon, on aura, ici bien sûr il y a du OH, un groupement hydroxyle. Voilà, le groupement hydroxyle est là. On a un groupement hydroxyle, mais à ce moment-là, si vous mettez un groupement hydroxyle qui contient un hydrogène, à ce moment-là, on aura un nombre de carbone identique à celui provenant de l'alcool, enfin de l'alcane, je m'excuse, de l'alcane, avec un nombre d'hydrogène, un en moins par rapport à celui-là, mais avec un groupement hydroxyle. Un groupement hydroxyle. C'est-à-dire qu'on aura un carbone ici, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones, provenant bon, de l'alcane qui est 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones. Mais au niveau des hydrogènes, on en enlève un à chaque fois. On a 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9. Par contre, en réalité, il y a quand même malgré tout 4 hydrogènes, parce que 3 plus 1, ça fait 4. 5 plus 1, ça fait 6. 7 plus 1, ça fait 8. Et voilà. Donc, en d'autres termes, je pourrais écrire que l'alcool pourrait s'écrire CnH2n plus 2 avec un oxygène. Avec un O. Pourquoi pas? Ça veut dire, qu'est-ce que ça voudrait dire là dans ce cas de figure? Ça veut dire que l'alcane est exclusivement constitué de carbone et d'hydrogène. Et que l'alcool est constitué de carbone et d'hydrogène, tout comme l'alcane, mais avec un oxygène en plus. Voilà. C'est un alcane avec un oxygène. Ou si vous voulez, c'est un radical avec du OH, avec un groupement hydroxyle. Ça dépend comment on voit la chose. Attention que l'oxygène est bivalent. Hein. Quand j'écris ceci, c'est en formule brute. Hein. Ceci, c'est en formule brute. Hein. CnH2n, c'est une formule brute. Et voilà, je ne peux pas mettre de liaison, parce que c'est une formule brute. Je dois écrire ceci. Ou alors, j'écris ceci. C'est en formule brute. Voilà. Alors, le CH4, le méthane, c'est ceci. Voilà. Je vais, pour faciliter la chose, bon, c'est un hydrocarbure saturé. Hein. Il est saturé, c'est-à-dire que là, on a la tétravalence est prise par 4 atomes, par 4 atomes différents. Donc la tétravalence est assurée, il n'y a pas de double liaison, il n'y a pas d'insaturation, puisque tout est saturé, tout est pris, toute la valence est prise. On ne sait pas rajouter un élément en plus, parce que tout est pris, tout est saturé. Voilà, et ça c'est le CH4. C'est le CH4. Alors, ça c'est le méthane. L'éthane, ben, c'est de carbone. Alors tout est saturé aussi.
Hein, voilà. Ce carbone-là est saturé, il est tétravalent, saturé par un hydrogène ici, un hydrogène ici, un hydrogène ici, saturé par un carbone ici, donc il est saturé par 4 éléments. Ce carbone-là, il est saturé par ce carbone-là, l'hydrogène là, l'hydrogène là, l'hydrogène là, tout est pris, toutes les valences sont prises. Ça, c'est l'éthane. Alors, le propane. Bon, ça, c'est les formules développées que je vous mets. Hein. Voilà. Le propane, c'est 1, 2, 3 carbones. Donc, c'est ceci. Voilà. Donc, chaque fois, saturé par, ici, le carbone là, par 3 hydrogènes et un carbone. Donc, tout est pris. Toute la valence est prise. On ne sait pas en rajouter un de plus. Carbone là, il est saturé par 1, 2, 3 et 4 éléments. Puisqu'il y a un carbone, 2 hydrogènes. Là, ce carbone-ci, il a 3 hydrogènes et un carbone. Toute sa valence est saturée. Alors là, on a un carbone primaire, parce qu'il y a 3 hydrogènes. Vous faites 4 moins 3, ce qui fait 1. Carbone primaire et 3 hydrogènes primaires. Là, on a 2 hydrogènes. 4 moins 2, ce qui fait 2. On a un carbone secondaire et 2 hydrogènes secondaires. Et là, de nouveau, on a un carbone primaire. En bout de chaîne, on aura toujours du CH3. CH3, CH3. Voilà. En intermédiaire, ben, vous aurez du CH2. Voilà. Et ça, c'est la formule développée plane. Formule développée plane. Parce que si je vais mettre la formule semi-développée, mais ce sera CH3 ici, CH2, CH2, CH3 ici et CH2 ici. Voilà. Alors maintenant, vous comprendrez que si je veux mettre de l'octane, c'est C8 en formule brute, H18. Bon, il a des isomères hein, de structure, des isomères. Il a une isomérie plane, une isomérie de structure, une isomérie de. Voilà, une isomérie plane, une isomérie de structure, et voilà. Il y a une forme d'isomérie là, de C8H18, vous pouvez aller voir. Isomérie de constitution, c'est ça que je cherchais le mot. C'est isomérie de constitution. Il a une isomérie, bon c'est équivalent, hein. C'est isomérie plane, isomérie de constitution, isomérie de structure, bon ça là équivalent. Et C8H18 possède plusieurs isomères. Voilà. Et donc j'ai fait une vidéo qui avait déjà quand même quelques isomères par rapport au C8H18 qui est l'octane. L'octane, je vais vous le mettre tout de suite. Mais l'octane, c'est ce qu'on met dans l'essence. Dans l'essence, il y a des composés qui sont de masse moléculaire faible, voilà, et on vient rajouter du C8H18 qui est voilà, voilà. Alors, si vous mettez de la 95, c'est 95% d'octane. Si vous mettez de la 98, c'est 98% d'octane. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Bon, donc la 95, c'est 95% d'octane. 98, c'est 98% d'octane. Bon, si l'octane, ce sera en formule semi-développée plane, une 2 carbone. Pour en avoir 8, il m'en reste 6, donc c'est ceci. Donc là, j'ai bien 12 hydrogènes, plus 3 et 3, 6. 6, 12, plus 6, ça fait 18, 18 hydrogènes. Et ça, c'est l'octane normal. Hein. C'est l'octane normal. Voilà. Vous pouvez mettre des isomères. Je peux faire un isomère du C8H18, ça c'est pas le but de la vidéo ici. Voilà, je vais mettre un isomère de C2, 3, 4. Voilà, je fais ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, je mets un CH3 par exemple. Un CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais encore mettre un. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C2H5. Voilà. Voilà. Là, CH3, CH2, CH2. Donc, j'aurai du CH3, CH2. Je mettrai même ceci 2 fois. CH2 2 fois. Puis là, on aura de CH3, C2H5, CH3. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on aurait? Bon, on aurait le carbone numéro 1 ici, le 2 parce qu'il est plus proche d'une ramification. Là, il serait là. On aurait par exemple du 2 méthyle, 2 méthyle, 2 méthyle,
2 éthyle. Voilà, sur le 2, carbone numéro 2, on a de l'éthyle. Voilà, c'est 2H. H5, il faut que j'écrive correctement parce que sinon, on ne comprendra pas. 2 méthyl, 2 éthyle, 1, 2, 3, 4, 5, pentane. Voilà. Et ça, c'est un des isomères. Le C8, c'est bien, on a bien du C8H18. C'est bien une isomérie de structure, une isomérie de constitution, une isomérie plane. Voilà, donc vous avez un cas de figure, l'isomérie, le C8H18, mais le pentane normal, il est là. Il est dans celui que je vous ai mis tout à l'heure. Pentane normal, c'est pas celui-là bien sûr. Hein. Pentane normal, c'est CH3, CH2 6 fois, CH3. Là, on a le pentane normal. Ça, c'est un isomère. Mais il y a plusieurs isomères. Hein. Voilà. Bon, ceci étant dit, vous avez vu les structures. Voilà, maintenant, je vais vous mettre les structures alcool éthylique. Ben, l'alcool méthylique ou le méthanol qui est un dégraissant, CH3 OH, ou si vous voulez, ça c'est en structure semi-développée, et là, bon, là il est en structure développée. Vous complétez par des hydrogènes ici, hein. Bon je peux le faire tout de suite, mais voilà, HHH, voilà, OH, CH3OH, ça c'est l'alcool méthylique, bon, avec le radical méthyle. C'est l'alcool, c'est le méthanol ou l'alcool méthylique. Alors, si j'indique ceci, c'est CH3, CH2, OH, là vous comprenez qu'on a bien l'alcool, on a bien du C2H5OH, on a l'alcool éthylique. Ça c'est le breuvage. Le breuvage, pour ceux qui boivent, parce que pour tout le monde ne boit pas, voilà, un breuvage qui rend un petit peu soso et bon, qui est utilisé durant tout le cours de l'histoire par des gens qui devaient se battre, qui faisaient des festivités, mais qui subissent aussi, certaines personnes subissent un taux d'addiction, voilà, de mensuétude, puisqu'il s'agit d'une drogue comment on appelle ça, de récréatif. Donc récréative, mais qui peut devenir un problème social, un problème psychiatrique, ou voire même dans une société, un problème social du fait que bon, ça devient un fléau, puisque la personne, bon, est dépendante de l'alcool, peut causer des accidents de voiture, peut créer un problème de voisinage du fait de l'agressivité de la personne, etc. etc. Voilà, peut subir les conséquences liées à l'alcool, donc on vaut mieux éviter de boire de l'alcool. Pour ceux qui boivent, mais ils doivent boire avec modération. Mais qu'est-ce que c'est que la modération quand on sait que certains peuvent tomber d'une simple modération à une mensuétude par la force des choses, par l'accoutumance. L'accoutumance, qu'est-ce que l'accoutumance quand elle vient? Quand est-ce qu'elle vient? Ben, elle vient à un moment donné où, je veux dire, la personne, à force de boire de l'alcool, ben, même si elle boit en petite quantité, mais elle finit par tomber dans une forme d'accoutumance, puisque le corps en demande, ou je dirais même l'esprit, le corps en redemande, et on tombe là, on commence à tomber là dans une forme de voilà, d'accoutumance. Voilà. Donc ça c'est le breuvage, c'est l'alcool. Alors, l'alcool éthylique, l'éthanol. Alors, si je veux le propanol, 1, 2, 3, 4, bien sûr, toujours avec le groupement OH, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Non, propane c'est 3, voilà, 3 carbone, radical est là, CH3, CH2, CH2OH. Ce qui veut dire qu'on a C3, H3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7, 8. Ouais, c'est juste. OH, on a ceci. Voilà. Ça, c'est le propanol. Maintenant, si vous voulez le butanol, ben, 1, 2, 3, 4, avec du OH. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2,
une, 2, voilà. Ça, c'est la formule développée. J'ai pas mis les hydrogènes, vous pouvez les compléter par vous-même. Ce qui fait CH3, CH2, 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 OH. En d'autres termes, 1, 2, 3, 4, C4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 4 fois 2, 8 plus 2, ça fait 10 moins 1, ce qui fait 9 OH. On a le butanol. Alors, bien remarqué que, qu'est-ce que c'est que la fonction alcool? La fonction alcool, ben, c'est quand vous avez un groupement hydroxyle. Quand on a un groupement hydroxyle, on a une fonction alcool. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un alcool? Ben, ça dépend. Ça dépend de ce que vous parlez, du milieu dans lequel vous baignez. Dans lequel, bon, une personne dans un milieu, qui baigne dans un milieu, aura une terminologie qui est la sienne par rapport à une autre personne qui est dans un autre milieu et qui pense à une forme de terminologie. Quand on parlera d'une forme de terminologie de quelque chose, on parlera de quelque chose, ben, il pensera d'abord de ce quelque chose dans son milieu. Dans son milieu. Je vais prendre l'exemple suivant, c'est qu'en général, si vous faites de la chimie organique, qu'est-ce que c'est qu'un alcool? Ben, c'est un groupement hydroxyle. Dès le moment où vous avez un groupement hydroxyle, vous avez un alcool. Et maintenant, si vous baignez avec des personnes qui boivent de l'alcool, ben, qui ne font pas de chimie organique, bon, ces gens-là, quand vous parlerez d'alcool, ben, ils verront l'éthanol, ce qui est comestible, c'est-à-dire ce qu'ils boivent. Donc, vous n'avez pas d'alcool avec une personne, mais elle va comprendre l'éthanol parce qu'elle baigne dans un milieu où, bon, elle boit de l'alcool. Maintenant, quelqu'un qui baigne en chimie organique, c'est bien que le groupement alcool, c'est un groupement hydroxyle, OH. Maintenant, quelqu'un qui baigne dans un milieu infirmier ou dans soins des personnes, je veux dire, quand on parlera d'alcool pour ces personnes-là, ben, ils y verront, je veux dire, de l'alcool isopropylique, de l'alcool de désinfection, etc., etc. Donc pour eux, dans un milieu hospitalier, quand vous allez parler d'alcool, ben, ils comprendront, je veux dire, plutôt quelque chose qui fait référence à une désinfection, ou voilà, une désinfection. Donc ils verront moins l'aspect, je veux dire, alcool beuverie. Voilà. Bon, chacun, vous êtes dans une distillerie, vous avez parlé d'alcool, ils comprendront que vous parlez de l'éthanol. Voilà. Vous êtes dans un hôpital, quand vous allez parler d'alcool, ben, vous avez pensé ben, des infectants. Maintenant, si vous êtes dans un atelier, vous avez parlé d'alcool, ben, ça va pas penser, vous allez penser au méthanol, à un dégraissant. Voilà, ça dépend du milieu où vous baignez, qui va vous faire penser, je veux dire, à la terminologie. Alcool, qu'est-ce que c'est que l'alcool? Ben, ça dépend du milieu où vous baignez. Et c'est à partir de là que vous allez tirer certains aspects. Mais après, à un moment donné, s'il faut passer le cap, d'aller voir exactement vers vers une définition bien précise, à ce moment-là, il faut faire le cap d'aller de comprendre ce que la personne dit, de se mettre en phase avec une personne pour bien se mettre en phase concernant ce qui est dit. On parle de quoi exactement? On parle de quoi? On parle de quel alcool? Voilà. Mais ici, on est en chimie organique. Quand on dit alcool, c'est le groupement OH. Voilà, c'est ça que je veux dire. On n'est pas dans un autre milieu. Si je suis en chimie organique, le OH, c'est le groupement OH. Enfin, l'alcool, c'est le groupement radical OH. Donc, l'alcool, c'est un radical OH. Voilà. C'est un radical OH. Bon, ceci étant dit, voyons voir. Ça, c'est pour l'alcool. Je vais comparer. Je vais aller voir sur Internet. L'alcane, oui, l'alcane qui est le méthane. Je vais le faire avec l'éthane. Je vais le faire avec l'éthane. Je vais aller voir pour l'éthane. Donc, je vais prendre C2, l'éthane. Je viens de le voir. C2H, 2 fois 2, 4 plus 2, 6. Voilà, C2H6 et le radical C2H5OH. On a bien un radical OH. Hein. Voilà, ça c'est l'alcool. Radical OH. Radical, je vous l'ai dit, c'est par voilà, rupture homolytique qu'on a un radical OH. Hein. Bon, donc ROH,
et C2H6. Bon, ben ici, le radical, c'est un éthyle. L'éthane et l'éthyle. Bon, on a presque les mêmes choses. Hein. Je veux dire, je peux écrire ceci comme ceci. Bon, on n'a pas à montrer la liaison ici. Je peux écrire ceci, qui est équivalent à C2H6O. Voilà, on retrouve C2H6, C2H6O. Voilà. Donc ça, c'est la formule brute. La formule brute. Alors là, on a affaire à ce qu'on appelle un hydrocarbure. On a exclusivement du carbone et de l'hydrogène. Là, on a du carbone et de l'hydrogène, mais en plus, on a de l'oxygène. Alors, on pourrait se dire que les masses moléculaires sont presque voisines. Je vous rappelle que le carbone, sa masse moléculaire, c'est 12, l'oxygène, c'est 16, et l'hydrogène, c'est 1. Donc, à partir de ceci, on peut calculer la masse moléculaire du C2H6, puisqu'il y a 2 atomes de carbone et 6 atomes d'oxygène, ce qui fait 12 fois 2, 24, plus 6, ce qui fait 30. On a une masse de 30. Voilà, la masse moléculaire est de 30. Maintenant, faisons celui-ci, mais c'est la même chose, hein, c'est 30, puisque c'est C2H6, c'est 2H6. Mais on va rajouter plus 16, 30 plus 16, parce qu'il y a de l'oxygène. En plus, on a une masse moléculaire de 46. On a une masse moléculaire de égale à 46, donc on a un différentiel de masse qui n'est pas très grand, puisqu'on a une différence de C, ce qui correspond juste à l'oxygène. Et ce sera toujours vrai comme ceci, parce que par rapport à son alcane, l'alcool, on aura toujours CnH2n plus 2, et là on aura toujours CnH2n plus 2O. Donc on aura toujours un décalage de C par rapport de l'alcool à l'alcane. On aura toujours un différentiel de C de l'alcane par rapport à son alcool. Voilà. Alors, on a des masses qui sont proches, hein, sont voisines, ne sont pas très éloignées, elles sont juste différentes d'une masse d'oxygène. Juste, il y a une masse d'oxygène qui sépare l'alcane de son alcool. Il n'y a qu'une masse d'oxygène. Alors, je vais aller voir sur internet la température d'ébullition. Je peux le faire pour la température de fusion. Hein. Bon, je peux faire pour la température d'ébullition ou de fusion bon, je vais le faire pour la température d'ébullition. C'est un passage de liquide en phase vapeur. Voilà, phase vapeur, c'est la température d'ébullition. Voilà. J'aurais pu le faire pour la température de fusion. Ben, ici, bon, j'étudie les températures d'ébullition. Je vais aller voir sur internet l'éthane, combien il fait, et l'éthanol, combien il fait. Voilà, je viens de trouver sur un site que je suppose qui est valide, je vais prendre en considération ce site comme étant fiable, et je vais prendre la température d'ébullition de l'éthanol de l'éthane. Je vais d'abord faire l'éthane. L'éthane est à moins 88 degrés Celsius. Donc il passe de liquide en phase vapeur à moins 88 degrés. Et apparemment, pour la température que je vais me fier à ce que je vois sur le site internet, la température de l'éthanol est de 78 degrés Celsius. Donc 78 degrés Celsius pour l'ébullition, température de passage liquide en phase vapeur de l'alcool qui est l'éthanol, C2H5OH, et il est à moins 88, sachant que la température la plus basse possible est de moins 273,15 degrés Celsius.
moins 273. On va dire pour simplifier, moins 273 points. Moins 273, ouais. Moins 88. Si on a moins, l'éthane est à moins 100, mais là il est liquide. Hein. À moins 100 il est en liquide, mais apparemment à la température ambiante il est vapeur, parce que il est déjà vapeur à moins 88. Voilà, il est vapeur à moins 88. Donc à température normale, ambiante de 25 degrés Celsius, mais la température, il est gazeux. Il est gazeux. Donc l'éthane est un gaz. L'éthane est un gaz à température ambiante. Bon. Pour ce qui s'agit de l'alcool, l'éthanol, ben, il est liquide à température de 25 degrés Celsius, puisqu'il passe sous forme vapeur à 78. Donc il faut le chauffer à 78. Sachant qu'à pression atmosphérique, la température de l'eau bouillit à 100 degrés Celsius. Voilà, donc la température d'ébullition à pression atmosphérique normale, je veux dire, bon, est plus basse pour l'alcool que pour... Il est liquide à température de 25 degrés Celsius, mais il est vapeur à partir de 78. Il est vapeur à partir de 78 degrés. Alors que l'éthane, il est déjà vapeur à moins 88. Pourtant, ce qui se passe ici, c'est que les masses moléculaires ne sont pas grandes. Parce que qu'est-ce qui sépare la masse moléculaire de l'éthane par rapport à l'éthanol? Ben, c'est une masse moléculaire d'un oxygène, de 16. C2H6, C2H6O. Donc ce qui les sépare, c'est une masse moléculaire d'oxygène. Et on voit que malgré que leurs masses moléculaires qui sont proches l'une de l'autre, eh bien on voit que les températures d'ébullition sont nettement, je veux dire, très importantes, très on va dire, très écartées. Moins 88, 78, c'est très écarté. C'est très écarté. Moins 88, 78, c'est très écarté. Alors que les masses moléculaires sont, je veux dire, pas très... elles sont voisines, elles sont proches, elles ne sont pas très écartées comme le sont température d'ébullition. Si je devrais regarder température de fusion, c'est un peu la même chose, on aurait un écartement très important. Donc, ce qui veut dire que là, il y a quelque chose qui joue sur comment ça se fait qu'il faut apporter une telle température pour casser certaines choses de la phase liquide, pour casser des liaisons en phase vapeur. Bon. Oui, il y a des forces, des liaisons covalentes. Ben oui, il y a des liaisons covalentes, pas de problème. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres types de liaisons qui permettent d'avoir un grand écart et qui demandent la nécessité de devoir casser à des températures différentes. Il y a quelque chose d'autre comme liaison et qui fait en sorte que ça nécessite une température plus importante de l'un par rapport à l'autre. Eh bien, je vais vous dire tout de suite, c'est normal. Parce qu'ici, on va voir dans le C2H5OH la présence de ponts d'hydrogène qu'on n'aura pas ici. Donc on aura la présence de ponts d'hydrogène que je vais vous montrer tout de suite. Bon, mais avant toute chose d'étudier les ponts d'hydrogène, le C2H5, comment reconnaître le C2H5 en spatial, configuration spatiale? Pour la petite histoire, le C2H5, je vous rappelle que c'est C2H6, c'est ceci. Ce qui veut dire qu'en configuration spatiale, on aura du carbone qui est comme ceci. Voilà. On aura de l'hydrogène derrière, de l'oxygène devant. Là, on est dans le plan. Hein, quand ceci, c'est dans le plan. On a ceci et ceci. Mais bien sûr, vous complétez par des hydrogènes comme ceci. Et les angles, bon, je crois que c'est 109 degrés, 109, 104, il faudrait voir. Les angles, peu importe. Voilà, donc on a ceci. Bon, mais je peux le mettre en forme, on va dire éclatée, forme éclatée, ce qui voudrait dire que je dessine le carbone ici, un carbone ici, je dessine un hydrogène ici, un hydrogène là-bas, voilà, un hydrogène ici, bon, qui est plus petit bien sûr que le carbone, un hydrogène ici, un hydrogène et un hydrogène comme ceci. Vous pouvez construire avec des allumettes, hein. Peu importe, des allumettes, et former la structure C2H6. Par contre, celui-ci ressemble à un animal. Pourquoi je vais vous montrer tout de suite?
Ouais, ça c'est la forme éclatée. Parce que il existe la forme compacte. Hein. Bon, la forme compacte, vous rapprochez les deux carbones, on voit la petite liaison, et vous, tout est compacté. On a voilà, les, les trois atomes d'hydrogène de manière compactée comme ceci. Et l'autre, on le voit de l'autre côté. Ben, c'est un peu plus petit. Bon, ça s'est éclaté, ça s'est compacté. Bon, ici je vais faire pour uniquement l'éclaté de l'alcool, mais ça ressemble à un animal. Parce qu'on a C2H5, on a le carbone. Voilà. Ça c'est le carbone. Les hydrogènes, on a deux carbones, hein, une, deux. On en a un hydrogène ici, un hydrogène. C'est la forme éclatée hein, que je fais. Voilà. Trois hydrogènes. On comptabilisait encore deux autres. Voilà. Puis j'ai un oxygène avec un hydrogène. Voilà. Et on a l'aspect d'un petit animal à quatre pattes. Hein. On a un animal, la forme d'un animal à quatre pattes. On connaîtrait le visage ici. On pourrait voir ça comme un animal à quatre pattes. Bon, voilà, ça, l'éthanol fait transparaître le dessin d'un animal à quatre pattes, si vous voulez regarder de plus près. Bon, donc je disais que ici, on va voir des ponts H, qui va faire en sorte que la liaison, justement, les ponts H vont intervenir dans les températures de fusion et les températures de fusion et les températures d'ébullition. Alors comment est-ce possible? Ben, justement, c'est parce qu'on dit pont H, parce que c'est à cause de l'hydrogène. C'est l'hydrogène qui va causer ça. Alors voyons voir comment ça se fait que l'hydrogène intervient dans les ponts H. Ben, pour ça, il faut voir les types de liaisons. Si je prends donc une liaison avec deux éléments atomiques identiques, ben, là on aura une certaine électronégativité que je vais appeler, je sais pas moi, une électronégativité que je vais appeler nu. Voilà. Et ici, une électronégativité que je vais appeler mu1 et mu2. Voilà. Alors, comment est l'électronégativité mu1 par rapport à l'électronégativité mu2? Mais elles sont égales, puisqu'on a deux éléments identiques. L'électronégativité de mu1 est égale à l'électronégativité de mu2. On a deux éléments identiques. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a un nuage électronique qui est, je veux dire, en forme d'ellipse. On a un nuage électronique qui est, on va dire, symétrique. On a une forme d'ellipse. Donc on aura un grand axe et un petit axe qui va se dessiner. Donc on a un élément ici, un élément là. X, X. Là on a la moitié. Là on a ceci. Et le nuage électronique va se dessiner à la manière d'une ellipse. À la manière. Donc pour vous dire qu'il y aura des axes de symétrie, c'est ça que je veux dire au niveau de nuage électronique. Bon, si on est dans l'espace, on voit ça plutôt comme une ellipsoïde. Hein. Voilà, on a une ellipsoïde. Bon, je pense par exemple à H2. H2, ben, l'électronégativité est la même. Donc le H, je vais aller voir sur internet. On a dit tout à l'heure que c'était le 2,2. 2,2. Voilà. Comme électronégativité. Donc le delta chi, la différence d'électronégativité, elle fait 0. Et c'est pour ça que on a une symétrie parfaite au niveau de, comment on appelle ça, du nuage ou de la densité électronique. Voilà, le nuage ou la densité électronique est équilibré puisqu'on a une attractivité qui est la même aussi bien, puisque H attire H de la même manière que ce H attire ce H là. Voilà. Et c'est valable aussi pour le CL2.
si je prends le Cl2, ben, on a du Cl, Cl. Bon, dès le moment où on a des éléments identiques, ben, on a un nuage électronique qui est parfaitement, je veux dire, symétrique en ellipsoïde ou en ellipse si vous êtes, vous voyez, dans le plan. Ils attirent tous les deux de la même manière et donc fatalement. Et si je mettais par exemple l'eau lourde, OH, OH, on a H2O2, ici c'est Cl2, ben, c'est pareil, on a une ellipse, une belle ellipse. Bon. Et quand on a tout ça, ben, c'est ce qu'on appelle un lien de covalence pure, c'est de la covalence pure. Puisque le delta chi vaut 0, covalence pure, ben, on a une parfaite symétrie au niveau de cette fameuse ellipse qui est projetée sur un plan. On a une covalence pure. Maintenant, dès qu'on a deux éléments différents, il se manifeste bien sûr une différence d'électronégativité qui est différente de 0. Un delta chi différent de 0 si on a un élément X et un élément Y, avec X différent de Y. À ce moment-là, bon, on n'a plus de symétrie parfaite. Vous comprendrez que s'il y en a un qui est plus électronégatif, je vais mettre Y étant plus électronégatif, celui-ci étant moins électronégatif, eh bien là on aura l'apparition d'une charge. Le plus électronégatif va devenir moins, une charge partielle delta moins, et le moins électronégatif va donner une charge partielle delta plus. Et donc à ce moment-là, on n'a plus, il y en a un qui va attirer, on aura deux charges électriques. Or, vous savez très bien que quand on a deux charges électriques, on a un dipôle. Deux charges électriques, on a un dipôle. Quand on a deux charges électriques séparées par une certaine distance, on a un moment dipolaire où on a qui se mesure en coulomb fois des mètres. Coulomb fois des mètres. Bon, mais ici, on ne va pas mesurer en coulomb fois des mètres, c'est tellement petit qu'on mesure en Debye. Donc, voilà, donc on a une certaine attractivité du plus vers le moins. Le plus va attirer, enfin, le plus va être attiré par le moins. Donc on a, et donc de ce fait, le nuage électronique, bon, vous comprendrez qu'il n'est plus sous forme d'ellipse, mais on a ceci qui va apparaître. Et ça, c'est d'autant plus fort que on a une différence d'électronégativité delta qui est grande, Donc on a ici X et là Y, l'élément X. Et là, on a une délocalisation, voilà, de l'électron. Voilà, il est attiré fortement, plus fortement attiré par l'élément Y qui est delta moins et celui delta plus, puisque celui-ci, je vous ai dit qu'il était en valeur absolue plus électronégatif et celui-là moins électronégatif. Voilà, et on a l'apparition d'une espèce de goutte d'eau là, parce qu'on a une délocalisation partielle de la densité électronique, le nuage électronique, dû bien sûr à la présence de deux pôles électriques, électrostatiques, parce qu'on ne parle pas de pôle électrique, mais électrostatique, c'est tellement petit. Voilà, on a deux charges très petites, différentes, qui sont situées à une certaine distance, et donc on a donc l'apparition donc de forces électrostatiques et ainsi de délocalisation, et donc fatalement le nuage électronique est délocalisé quand on a ce qu'on appelle une covalence polarisée. Ça, c'est ce qu'on appelle une covalence polarisée. Bon, et maintenant, s'il attire trop fort, on a ce qu'on appelle l'électrovalence. Donc, alors, dans un tableau, on pourrait représenter ça. Je pourrais représenter ceci. Là, j'aurai le caractère ionique en pourcent en fonction de la différence d'électronégativité. Bon, on a dit que quand le delta qui vaut 0, ben, on a affaire à une covalence pure. Maintenant, ce qui est presque une covalence, ce qui se rapproche d'une covalence pure, mais qui n'est pas une covalence pure, mais qui commence à avoir un petit effet, mais malgré tout, le nuage électronique n'est pas fortement je veux dire, déformé, il n'est pas forcément fortement déformé, mais c'est quand on a un delta qui inférieur à 0,5. Là, on a ce qu'on appelle une covalence normale.
convalence normale, le nuage n'est pas fortement, je veux dire, on va dire délocalisé. La densité électronique n'est pas fortement, je veux dire, perceptible au niveau du nuage. Le nuage n'est pas forcément déformé. Par contre, la déformation viendra quand on aura cette fameuse délocalisation, qu'on aura ceci. Voilà. Le nuage fera ça. Et ça, c'est vrai quand on aura une covalence polarisée, c'est-à-dire qu'on aura l'apparition de charges delta plus, delta moins, avec l'attraction voilà, d'un électron. Le moins va attirer le plus, voilà, un effet d'un dipôle, de deux charges électriques avec attraction. Et ça, on aura ça quand on aura un delta chi qui sera compris entre 0,5 et 1,7. 1,5 et 1,7. Voilà. Et le nuage sera de plus en plus déformé que bien sûr on se rapproche de 7. Et de moins en moins déformé qu'on se rapproche de 0,5. Voilà. Maintenant, si vous êtes au-delà de 1,7, ben, là on n'a plus cet effet d'attractivité, mais on est quasiment passé au stade de la tendance à la tendance à l'ionisation, hein, ben, là, à ce moment-là, on n'a plus une force qui aurait une tendance, mais on aurait l'ionisation tout pure et simple. Voilà. Et c'est le cas, par exemple, ici, de l'électrovalence. Quand on est au-dessus de 1,7, là, on a tellement une forte attractivité qu'il a arraché l'électron, électrovalence. Et donc, on retrouve ça dans les sels. Par exemple, je pense au Na plus Cl-, bien sûr, en solution, comment on appelle ça, en solide. Le cristal est Na plus Cl-, voilà, comme beaucoup de sels d'ailleurs. Le cristal comporte des charges plus et moins. Alors, bien sûr qu'en solution aqueuse, vous allez avoir de plus et du moins. Parce que là, c'est la dissociation ionique de la théorie de Bronsted-Lowry. Bon, qui vous dit que tout composé dans une solution aqueuse va se dissocier. Donc c'est normal qu'on va avoir du plus et du moins en solution aqueuse. Mais moi je vous parle ici en solide. En tant que solide, bon, on aura du Na+, Cl-. Et c'est vrai pour les autres sels, autres que Na+, Cl-, qui vont... pourquoi? Parce qu'il est constitué d'un métal plus un élément, un atome ou un groupement d'atomes, un atome ou un groupement d'atomes qui sont fortement électronégatifs. Fortement. Là, on a dépassé le 1,7 de différence d'électronégativité entre le métal et le groupement fortement électronégatif qui va faire en sorte qu'on aura ce qu'on appelle pour les sels une électrovalence, et donc on aura l'apparition d'ions, et donc d'anions et de cations. Cations positifs, anions négatifs. Voilà. Et donc on a une fameuse courbe comme ça, hein, en fonction de le pourcentage du caractère ionique va augmenter en fonction de justement de delta chi. Delta chi. Voilà, qui est une courbe, on va dire, statistique, une courbe statistique, voilà. Voilà, et donc, grâce à la différence d'électronégativité, ça vous donne le caractère ionique. Au départ, bon, on a une très faible attractivité. Elle est nulle, l'attractivité, quand on a deux éléments identiques, covalence pure, quand on a 0, covalence pure, quand on a 0, on a une covalence pure. Ensuite, de 0 à 0,5, on a une covalence normale. Bon, on a une attractivité très faible qui s'apparente à une covalence presque normale. Qui s'apparente à une covalence pure, mais elle n'est pas tout à fait pure, mais elle est quand même, je veux dire, proche de pure. Donc le nuage électronique n'est pas forcément, je veux dire, fortement, on va dire, délocalisé. La délocalisation du nuage électronique, la densité électronique, le nuage, si vous voulez, est partiellement délocalisé dans ce cas-là.
dans ce cas-là, quand la densité, quand la delta Chi est compris entre 0,5 et 1,7 delta Chi. Donc la différence d'électronégativité est comprise entre 1 et 0. Et ça, c'est d'autant plus fortement délocalisé que, bien sûr, on est proche de 1,7. Et donc, le nuage va se faire en sorte qu'on aura un nuage fortement étiré, plus on se rapproche de 1,7. Voilà. Donc on a la covalence normale, covalence polarisée. Ici on a un cas particulier, covalence pure. Ici en 0, covalence pure. En covalence plus, on a le caractère ionique, il est complètement nul. Voilà, il est complètement nul. Voilà, il n'y a pas. Voilà. Et puis au fur et à mesure qu'on augmente, mais on a un caractère ionique qui commence. Et à un moment donné, à 1,7, on a un pourcentage, voilà, de données de. Attention que c'est donné en pourcent, hein, c'est juste que ça. Voilà, on a un pourcentage ici donné où on va voir l'électrovalence, où on a la présence d'ions. Dans les sels, on a des ions dans les cristaux. Hein. Cristaux solides, ben, on a des charges plus et moins. Alors, ça, si je regarde là, je vais regarder la covalence polarisée ici, c'est ce qui va m'intéresser, donc je m'en fous de l'électrovalence, je m'en fous de la covalence normale. Pourquoi la covalence polarisée? Parce que je vais vous le dire tout de suite. C'est ça que je vais voir. Et parce que justement, l'hydrogène, quand on aura l'hydrogène, bon, on peut faire des familles d'hydrogène et étudier les températures d'ébullition et de fusion en fonction des familles d'hydrogène. Hein. Voilà, on peut établir toute une famille en fonction des masses moléculaires, voire faire des courbes sur les températures d'ébullition, parce que c'est justement les ponts H vont provenir justement de l'élément hydrogène qui est faiblement électronégatif. Donc je vous ai dit qu'il était à 2,2. Bon, alors si je prends le cas de l'azote, il est trivalent. Le cas de l'oxygène, il est bivalent. Le cas du fluor, c'est quand vous vous brossez les dents chaque matin, ça produit rouge, il est rouge. Voilà, c'est le plus fortement électronégatif dans la table de Mendeleev. D'ailleurs, il fait 398. Hein. On a le fluor qui est monovalent. On associe H. Bon, alors l'azote, il a un doublet non liant. L'oxygène, 2 doublets non liants. Et le fluor, 3 doublets non liants. Alors, l'azote et l'oxygène, il est trivalent, mais on a un doublet liant avec l'hydrogène. L'oxygène, il a un doublet liant avec l'hydrogène. Et le fluor, il a un doublet liant avec l'hydrogène. Alors, si je vais chercher comment on appelle ça, je vous ai dit pour l'hydrogène, c'était 2,2 d'électronégativité. 2,2. L'azote, si je vais voir dans le tableau de Mendeleev, l'azote, il est de 3,04. Pour l'oxygène, 3,44. 3,44 pour l'oxygène. Je vais chercher sur un tableau de Mendeleev sur internet, hein, voilà, bon, tout de suite. Donc je ne sais pas si. Non, je fais confiance. Hein. Bon, et 3,98, normalement c'est bon, il n'y a pas de problème, parce que je crois que c'est ça. C'est les valeurs que bon, j'ai en tête, hein, 3,98, 3,44 et 3,04. Voilà, c'est ça. Ça doit être bon, donc je fais confiance à ce site-là. Voilà, les électronégativités données. Voilà, bon, et là, le delta Chi fait combien? Le delta Chi, 3,04 moins 2, 2. 4 moins 2, ce qui fait 2. 0, on a 28. Voilà. 4 moins 2, ce qui fait 2. 34 moins 2, 32. 8 moins 2, 6. 39 moins 2, 37. Ah, non. Je m'excuse si je me suis trompé. Oui, si je me suis trompé, je me suis complètement trop gouré dans mon calcul.
4 moins 2, 2. 0. Non. Là, il reste 4. J'étais un peu trop vite, hein, je m'excuse. Je m'excuse, je vais tout refaire. Bon. 4 au centième, c'est 4. 10 moins 2, 8. 10 moins 2, 8. Et 3 moins 3, 0. 0,84. Donc 2, 2, 2,8, 3, 3,04, c'est juste. Alors, celui-ci, 4 moins, on a 4, 4 moins 2, 2, 3 moins 2, 1, 24. 24, 8 moins 2, 6, non, 8, ça c'est 8, 9 moins 2, 7, 3 moins 2, 1, 1,78. Bon. Voilà, donc on voit bien que là, on est au-dessus de 0,5, donc on a une covalence polarisée. Voilà. Là, on est au-dessus de 0,5, on a une covalence polarisée. Et là, on a inférieur. Bon, on va considérer qu'ici, on a presque 1,7. Hein. 1,78, on va dire que c'est 1,7. On a la limite de l'électrovalence pour le fluor. La limite de l'électrovalence pour le fluor. Bon. Donc là, vous voyez qu'on a des covalences polarisées. Donc, ça va arriver avec tout ça. Les covalences, les ponts H vont se réaliser avec ça, avec des éléments comme ça. Voilà, avec de l'azote, l'oxygène, le fluor. Exclusivement, mais on a d'autres éléments, ben, c'est pas ça, mais on peut faire des familles d'hydrogène et regarder les températures d'ébullition et de fusion, comment elles évoluent par famille et voir s'il y a une réalisation de pont H. Mais là, on aura ces fameuses délocalisations. Alors, 0,84, on a presque l'ellipse. Bon, on a, si vous voulez, une charge partielle delta plus. Je parle en termes de charge partielle plutôt que de dessin, parce que c'est vrai qu'en termes de dessin, il faut ça. En termes de nuages électroniques, ici, il est delta plus. Là, il est le moins électronégatif, il est delta plus. Là, il est plus électronégatif, il est delta moins. Là, il est moins électronégatif, il est delta plus. Là, il est plus électronégatif, il est delta moins. Là, il est moins électronégatif, il est plus delta plus. Là, il est delta moins. Alors, la force d'attraction est de 0,84. Alors, 0,84. Là, 1,24. Delta qui 0,84. Delta qui 1,24. Et delta qui 1,78. Bon, là, on va dire que le nuage est plus, le nuage est beaucoup plus délocalisé vers la gauche que celui-là. Et celui-ci est plus délocalisé que celui-ci. Voilà, en termes de nuages, si je devais dessiner les nuages, au niveau de délocalisation, là on aurait presque l'ellipse. Là on aurait moins. L'ellipse serait déformée, beaucoup plus déformée. Voilà, et là on aurait une forte délocalisation du nuage électronique. Voilà. Là on aurait presque l'ellipse. Hein. Presque, je dis pas, on aurait une faible, voilà. Par contre ici, on commencerait à voir la délocalisation apparaître, et puis là on a la forte délocalisation qui apparaît. Bon, je les dessine mal, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire par là. Ça veut dire qu'ici, au niveau de la force d'attraction, ben, l'azote va fortement attirer l'hydrogène, l'oxygène va fortement attirer l'hydrogène, et le fluor va fortement attirer l'hydrogène. Bon, et la force d'attraction va être d'autant plus forte que le delta qui est d'autant plus grand. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Ben, on aura la délocalisation électronique qui, à un moment donné, va prendre l'électron
Parce que l'hydrogène ici, c'est j'ai de l'hydrogène. Mais l'hydrogène, c'est quoi? Ben, c'est un proton, P+, et un électron, E-. Voilà. Mais le fait d'attirer, ici, le delta-, il va attirer quoi? Il va attirer il va attirer l'électron. Ce delta-, cette charge négative-là, va attirer l'électron ici. Donc on aura l'électron qui va être attiré par l'électron de l'hydrogène qui va être attiré par l'azote. L'électron de l'hydrogène qui va être attiré par l'oxygène et l'électron de l'hydrogène va être attiré par le fluor. À un point tel qui va priver l'électron, enfin, il va priver l'hydrogène d'un électron, puisqu'en fait, il est capté, il est fortement attracteur. L'azote attire l'électron de... Bon, donc ça veut dire qu'il est piégé, l'atome d'hydrogène, il est piégé au niveau de son électron. Oui, il est piégé au niveau de son électron, mais il y a toujours son fameux proton. Le proton est toujours là, P+. Voilà. Le proton est toujours là, P+. Oui, le proton, il peut toujours agir. Le proton peut toujours agir. Alors, dès le moment où apparaît une autre molécule, bien sûr, avec, comment est-ce qu'on appelle ça, un doublet, hein, un B avec un doublet, c'est un élément, peu importe quel qu'il soit, un élément chimique avec un doublet qui va apparaître, eh bien, le proton va exercer une force d'attraction importante sur le doublet libre d'un autre atome. Donc, à un point tel de faire ceci. Ce qui veut dire qu'on va voir là un pont d'hydrogène, ce qu'on appelle un pont d'hydrogène. Une nouvelle liaison qui va se créer. Alors, on avait des liaisons covalentes, ben là maintenant on a de nouvelles liaisons qui sont des liaisons par pont H. Voilà. Voilà, ce sont des liaisons par pont H. Bon, maintenant, je vais le faire pour l'alcool. Alors, on va faire l'alcool. Donc, l'alcool, c'est du OH. Hein. C'est ceci, il n'y a pas d'azote ici. C'est ROH. Donc, l'alcool, c'est ROH. Donc, c'est ROH, c'est ceci. Bon. On va voir avec l'alcool comment ça se produit. Sachant que l'alcool, bon, je vais le mettre comme ceci. R. Bon, il faut que je puisse le dessiner correctement. Le problème, c'est le dessin. C'est un problème de dessin. Pour bien montrer ceci. Bon. Je vais en mettre un ici. R. O. H. Bon, je vais en mettre un ici. R. O. H. Je vais en mettre un ici. R. O. H. Je vais en mettre un ici. Voilà, comme ceci. Pour autant qu'on voit à l'écran. Bon, je vous rappelle que c'est bien un alcool. ROH est un alcool, ROH est un alcool. ROH est une molécule d'alcool, ROH est une molécule d'alcool. Voilà. Alors, bien sûr, je vais mettre les doublets non liants de l'hydrogène. Doublé non liant de l'hydrogène, il y en a deux. Une, deux, deux, une, deux. Voilà, ça ce sont les doublés liants, les doublés liants. Doublé liant avec l'hydrogène, doublé liant avec le radical, doublé liant avec le radical, doublé liant avec l'hydrogène. Voilà.
Bon, on a vu que l'hydrogène, c'est 2,2 d'électronégativité, on l'a indiqué, 2,2. Et l'oxygène, on a dit que c'était 3,44. 3,44. Donc ici, j'ai une électronégativité qui est... La différence, elle faisait, on a dit que c'était plus ou moins 1,28, 24, 4, le delta qui est égal à 4, 4 moins 2, ça fait 2, 1,24. Ouais, 1,24. Delta qui, 1,24. Delta qui fait 1,24. Bon, ça veut dire qu'on a l'apparition ici d'un delta plus, et un delta moins, avec l'électron ici de l'hydrogène qui est capté, qui est retenu par l'oxygène, par l'attraction que va avoir le delta plus sur le delta moins. C'est-à-dire, on a l'électron de l'hydrogène, on a une délocalisation électronique, et la prise de l'électron par l'oxygène, mais c'est la prise de l'électron appartenant à l'hydrogène. Donc ça veut dire que l'hydrogène ici a son électron qui est pris. Bon, alors on peut faire la même chose avec ceci. On a 2,2, 3,44, delta qui vaut 1,24. L'oxygène 3,44, 2,2, 3,44, 2,2. On a 2,2 qui est delta plus, 3,44 qui est delta moins, delta plus, delta moins, delta plus, delta moins. Apparition de charge partielle. Et on a bien sûr l'attraction de l'électron, puisqu'on a une certaine force électrique, voilà, une force d'attraction électrique, du plus vers le moins, du plus vers le moins. L'électron est pris par de l'hydrogène est pris et capté et donc piégé par l'oxygène. Bon, donc il ne sait plus rien faire en fait. Mais ce qui peut agir, c'est le proton, puisque l'hydrogène n'a plus son électron, puisqu'il est privé de tout mouvement, donc il reste quand même malgré tout un proton, P+. Lui, il lui reste son proton, lui reste son proton, et lui reste son proton. Et c'est là que le proton, là il y a un doublé. L'oxygène possède un doublet libre, hein, et ce doublet là va être attiré par le proton. Et là on a l'apparition d'un pont d'hydrogène. Là on a l'apparition proton doublé libre, proton, ouais, celui-ci il faudrait que j'en mette un autre. Ben, je peux en mettre un autre ici, je sais pas moi. Il va s'allier avec un doublet d'un oxygène, d'alcool. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc on a la formation ici, si vous voulez, de ponts d'hydrogène. On a la formation dans l'alcool de ponts d'hydrogène. Bon, ces ponts d'hydrogène, on les retrouve dans l'ADN. Dans l'ADN, on retrouve ces ponts qui permettent, bien sûr, les ponts d'hydrogène permettent une certaine stabilisation. Les ponts d'hydrogène permettent une certaine stabilisation. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous parlais de le méthane avait une température, l'éthane, parce que j'avais pris l'éthane, à une température d'ébullition de, on avait dû l'éthane moins 88 degrés Celsius et l'éthanol plus 78 degrés Celsius. Voilà. C'était les données que j'avais été chercher sur internet, dont je fais confiance pour les températures d'ébullition. Bon, je peux le faire pour les températures de fusion, mais voilà, ici j'étudie les températures d'ébullition, qui est une caractéristique physique.
Voilà, qu'est-ce qui est physique? Bon, ce sont les distances interatomiques, ce sont les températures d'ébullition, ce sont les températures de fusion, tout ça c'est des propriétés physiques de la molécule. Bon, alors, donc il faut casser tous ces liens-là, il faut les casser. Donc en plus de casser ces liens-là, il faut les casser. Donc c'est pour ça que ça demande une température plus élevée. Il n'y a pas de pont H pour l'éthane. Par contre, il y en a ici, donc il faut une température un peu une température plus élevée pour casser ces ponts H, si vous voulez. Non. Et c'est à cause de ces ponts H que dans un alcool, ben, ça élève par rapport à la, comment on appelle ça, par rapport à son hydrocarbure de masse moléculaire voisine, bien, ça élève la température d'ébullition nettement plus importante. Hein. Voilà. Et donc tout ça, parce que la liaison OH du groupe hydroxyle est très polarisée, donc l'atome O d'oxygène est plus électronégatif que le H, et donc on a la polarisation de la liaison qui entraîne dans chaque molécule d'alcool des charges partielles delta plus et delta moins, et donc fatalement on a une attraction spéciale qui s'exerce entre la charge partielle positive delta plus portée par l'hydrogène d'une molécule bien sûr d'alcool et la charge partielle négative portée par l'oxygène d'une autre molécule. Voilà. Donc il en résulte des liens entre les molécules dans l'atome appelé pont d'hydrogène. Bon, ici, je ne sais pas si je l'ai mis. Oui. Ouais. Donc ici, on a bien du delta moins. Hein. Voilà, on a un doublet libre, bien sûr, mais il est delta moins. P plus et delta moins, bon, il va attirer le doublet libre. Hein. Là, l'oxygène est delta moins. Je ne l'ai pas mis, s'il est là. Le delta moins, il est un peu trop bas. J'aurais dû le mettre ici. Le delta moins, il est là. Le delta moins, bien sûr, il est là. Hein. Voilà, avec le P+. Le P+, avec le delta moins de l'oxygène ici. Voilà. Là, il est delta moins, il va attirer le doublet, mais par rapport à un autre oxygène qui va venir. C'est fait pour tous les atomes. Ici, je me suis arrêté à un moment donné. C'est normal que je n'ai pas ça partout, mais bon, je devrais avoir ça partout. Voilà, mais il faudrait que je dessine un peu plus. Voilà. Et donc, vous voyez que les ponts d'hydrogène vont jouer sur comment on appelle ça, les températures d'ébullition et de fusion. Température d'ébullition et de fusion. Bon, maintenant vous allez me dire, oui, mais est-ce que ce sont des liaisons fortes? Est-ce que ce sont des liaisons fortes? Mais c'est 1/10 de la liaison de comment on appelle ça, de la liaison de covalente. Donc les liaisons par pont H sont situées entre les liaisons de Van der Waals et les liaisons covalentes. Et c'est 1/10 des liaisons, voilà, de la force de liaison de covalence. C'est 1/10. Bon, donc ça veut dire qu'elles sont entre eux, ce sont quand même des faibles forces, mais malgré tout, bon, il faut une certaine température d'ébullition, il faut élever pour les casser. Pour les casser, il faut, voilà, c'est 1/10 de l'énergie de liaison de la liaison covalente, et elles sont estimées comme étant des liaisons faibles, malgré tout, mais qui vont servir à la stabilisation des structures chimiques, si vous voulez. Voilà. Donc, comme je viens de vous dire, l'énergie dégagée dans la formation d'un pont d'hydrogène est de quelques dizaines de kilojoules par mole, soit de l'ordre du dixième de l'énergie d'une liaison covalente. Donc ça apparaît comme une liaison faible, intermédiaire entre
les associations de Van der Waals et les liaisons covalentes, si vous voulez. Donc, comme je vous ai dit, on le retrouve dans l'ADN, notamment ayant pour fonction de stabilisation des structures chimiques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et qui fait ça en fait? Bon, ici je l'ai pris pour un alcool, mais l'azote fait ça aussi. Hein. Il n'y a pas que l'oxygène, je vous ai dit l'azote, l'oxygène, mais aussi le fluor. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, à dire. Voilà. Mais en tout cas, pour les mêmes masses moléculaires, ben, c'est les ponts d'hydrogène qui créent cette fameuse élévation de température d'ébullition qu'il faut. Voilà. Parce qu'il y a des liaisons supplémentaires à casser. Hein. Des liaisons supplémentaires à casser qui sont les liaisons par pont H, voilà, pour le rendre gazeux. Pour le rendre gazeux, ou du moins, tout du moins dans une première partie vapeur et puis gazeux. Mais, il faut casser toutes les liaisons et donc fatalement il faut casser les liaisons par pont H ou C. Donc ça demande une certaine évaluation de température. Enfin, quand je dis casser, je parle en termes de température d'ébullition, c'est-à-dire passage liquide-vapeur. Hein. Liquide-vapeur, parce que c'est vrai aussi pour la température de fusion. Voilà, je vous remercie.